Je suis en compagnie de Bernard Squarcini, ancien directeur du renseignement intérieur, qui sort d'une table ronde intitulée L'Europe face aux nouvelles menaces. L'Europe vous paraît plus menacée qu'il y a 10 ans. Oui, bien sûr. La petite Europe historique issue de la communauté européenne du charbon et de l'acier était déjà menacée. Mais on était sur du terrorisme à support étatique. Rappelez-vous les années de stabilisation, Carlos, les pays de l'Est, la guerre froide. Ça se faisait par pays interposés. Mais des messages clairs étaient posés avec des attentats que nous avons connus et ensuite il fallait y répondre. On était sur des opérations plutôt clandestines. Ensuite, la vieille Europe a connu l'ultra-gauche européenne du terrorisme. Rappelez-vous les années de plomb, les brigades rouges, l'action directe et ainsi de suite. Pour ensuite arriver à une aide de la Grande Espagne sur les problèmes de TA militaire. Mais aujourd'hui, on arrive à une Europe à 27, 28, qui connaît bien sûr le terrorisme islamiste radical, sur lequel il y a une coopération sans faille, avec des systèmes juridiques qui évoluent, même s'il ne peut y avoir de super services de renseignement européens, parce que le traité de Lisbonne rappelle qu'il reste du domaine de la souveraineté de chaque État. Mais on a à subir un niveau d'espionnage jamais atteint. Mais l'espionnage est diversifié. Sur la partie historique militaire, bien sûr, les secrets de défense nationale, notre défense nucléaire. On arrive maintenant sur des actions de lobbying politique et bien sûr la défense de patrimoine économique et la défense de matériel à vendre en termes concurrentiels. C'est là où se situe une nouvelle menace qui va grandissante. Alors d'abord, au sein de l'Europe, il y a de nombreux États et souvent on peut avoir des amis mais qui peuvent se révéler être des ennemis aussi par moment lorsqu'il s'agit de défendre égoïstement les intérêts nationaux. Je parle sur le thème économique. Sur la partie cyberattaque dont on a parlé, l'Europe se construit lentement mais sûrement et de façon durable, tant sur le plan posture défensive que sur le plan offensif, dans la mesure où déjà lorsque l'Estonie a proposé il y a quelques années d'abriter les serveurs informatiques du système intégré de l'OTAN, elle a subi une attaque massive pendant 3 jours qui a paralysé toutes les activités économiques du pays. Ça veut dire que la prise de conscience a été dense, immédiate, mais réelle. Donc aujourd'hui, on est sur la bonne voie. Chaque État s'organisant soi-même au niveau des infrastructures vitales, et la France s'est dotée d'un système très bien intégré de l'ANSSI, parce qu'elle a eu à subir elle-même des attaques 6 mois avant la présidence française européenne. Alors vous êtes vous-même opposé à une agence européenne du renseignement. Le président français Emmanuel Macron a proposé la création d'un parquet européen contre le terrorisme et d'une académie européenne du renseignement. Qu'est-ce que vous pensez de ces propositions? Alors, déjà à l'époque du président Sarkozy, nous avons remonté le renseignement au niveau élyséen, chose qui n'existait pas en créant la coordination nationale du renseignement, mais également en créant l'Académie du renseignement. Il manque aujourd'hui la création d'un parquet terroriste. Donc avant de créer un parquet national, enfin terroriste européen, il faut d'abord créer un parquet national terroriste, qui n'existe pas. Une académie du renseignement européen, bien sûr, puisque ce sont des gens qui vont appeler à se connaître aujourd'hui, demain dans d'autres fonctions, et comme on l'a fait en France, il faut que tout ce beau monde puisse se parler et décloisonner un petit peu les infrastructures, car il faut savoir que nous travaillons dans des informations de type classifié. Mais il est bon que les hommes et les femmes puissent se connaître. Donc il y a encore du chemin à faire, mais il est vrai que au niveau européen, nous avons encore des choses à construire face justement à ces menaces qui évoluent.